Bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup au public d'être venus nombreux pour assister à cette rencontre, à ce débat entre des jeunes de la région Centre-Val de Loire et des candidats de la liste Plus fort ensemble menée par François, ici présent. La jeunesse a été extrêmement impactée par la crise Covid, on le sait tous. A été fatiguée. J'utilise ce terme spécifiquement parce que je pense qu'elle est sortie fatiguée, usée de cette période de 1 an de confinement ou de sortie de confinement, etc. Aujourd'hui, c'est comment lui redonner espoir face à cette crise sanitaire sans précédent. Et je pense que les politiques ont des réponses impératives à leur apporter. Je vous dis également que cette rencontre est filmée et je remercie Jérôme de filmer cette rencontre. Pour les contraintes liées au Covid, parce qu'on n'en est quand même pas tout à fait sorti, je vous demanderai de bien avoir vos masques, mais vous êtes parfaitement sages, puis ici aussi, donc c'est génial. Peut-être rappeler à quoi sert une région, puisque je vous rappelle que le 20 et 27 juin prochain, les citoyens sont appelés à voter pour les élections départementales et les élections régionales. Les régions ont un pouvoir extrêmement important dans notre quotidien, dans notre vie de tous les jours. Et je vais vous citer là où la région mène des actions. Les transports, TER, aéroports, transports scolaires, les lycées, construction, entretien, fonctionnement et la restauration scolaire, les collèges étant une compétence du département, par exemple. La formation professionnelle, l'insertion des jeunes en difficulté, la gestion de l'apprentissage et des formations en alternance, une partie de l'aménagement du territoire et de l'environnement, les parcs naturels régionaux, on en a un ici, le parc naturel de la Brenne, la gestion des déchets, le développement rural, une partie du développement économique et la gestion des programmes européens. Vous voyez, donc c'est extrêmement large. Donc c'est très important de se mobiliser et d'aller voter pour les régionales. Ces régionales sont un enjeu important puisque ici, en région centre, rien n'est gagné, rien n'est perdu, rien n'est acté. Les derniers sondages montrent que le Front National est extrêmement fort, trop fort pour nous ici présents, je pense, et pour une grande partie de la jeunesse. Que la République En Marche est aussi bien positionnée. Donc tout est possible et donc il faut rester extrêmement mobilisé pour que cette région, je crois vraiment, puisse rester à gauche, parce que je vous rappelle qu'aujourd'hui le président de la République est de droite, enfin de centre-droit, le gouvernement est de droite, centre-droit, l'Assemblée nationale est de droite, centre-droit, le Sénat est de droite, centre-droit, une grande partie des régions est de droite, centre-droit, une grande partie des départements est de droite, centre-droit. Donc je pense qu'un peu de gauche, de solidarité, d'écologie, de jeunesse est essentiel à notre pays. Et peut-être, François, je vais te laisser la parole dès à présent pour clamer ton amour pour la jeunesse. Oui, tout d'abord, pour dire le grand plaisir que nous avons d'être ici, remercier la ville qui nous accueille, Argenton, remercier l'initiative que vous avez prise, Clément, Mathilde et les jeunes qui m'entourent, de mettre ce moment particulier de la jeunesse au cœur du débat politique, au sens où la politique, c'est d'abord nos vies, c'est à la fois notre quotidien et la manière dont on voit notre avenir. Bravo de le faire, parce que rien n'est écrit, rien n'est jamais écrit d'ailleurs. Les plus grandes avancées de l'histoire ou les plus grandes catastrophes, elles étaient bien souvent non prévues, non écrites, mais l'enchevêtrement des volontés ont pu amener le meilleur comme amener le pire. Et je crois que mettre les jeunes aujourd'hui au centre du débat, c'est fondamental. C'est fondamental pourquoi ? D'abord, parce qu'on est dans une accélération de
modèle de développement qui crée, je crois, à la fois beaucoup de possibles. Ce sera quoi le monde de la production demain avec le numérique? Ce sera quoi le monde des services? Est-ce qu'on ne va pas basculer d'une société où on était principalement sur l'appropriation des biens dans une société qui sera davantage une société du service et du partage? Accélération par rapport aux enjeux de l'environnement. Les générations qui vous ont précédé ont été des générations qui ont inscrit leur modèle de développement dans une perturbation d'un certain nombre de fondamentaux environnementaux auxquels vous êtes particulièrement sensibles. Donc, il faut prendre cela en compte. Accélération du modèle. Accélération du modèle de développement aussi, parce que est interrogé et fortement dans cette crise, mais c'est quoi l'organisation de l'espace il y a 50 ans, il y a 100 ans, des villes comme Argenton étaient des villes qui étaient fédératives de tout un territoire, qui était un territoire agricole, mais qui était aussi un territoire industriel. On a vécu depuis la mondialisation et on a vu qu'il fallait vraiment une autre vision du développement économique pour relocaliser. Pour vous, les jeunes, ce modèle-là, il n'est pas écrit, il est à écrire. Sur le plan environnemental, sur le plan d'aménagement de l'espace, sur le plan aussi, permettez-moi de le dire, de la citoyenneté. L'information que vous recevez sur le monde dans lequel vous êtes est une information qui, comme pour nous, est à la fois envahissante, bouleversante, difficile à capter. Et ce n'est pas évident, quand on a votre âge, de construire son chemin citoyen, de construire par le collectif cette vision du monde dont je parlais. Donc, vous êtes au milieu de cela. Et moi, j'ai l'habitude de dire aux jeunes, parce que je crois profondément cela, que lorsque il y a des défis comme cela, eh bien, il y a souvent en face des énergies de même hauteur, de même valeur, des engagements de même force. Certains me disent, pour les jeunes, c'est terrible en ce moment. Ils ont raison, c'est terrible au sens où il faut travailler à dégager des priorités, des modalités du vivre ensemble et des modalités d'avenir. Mais il y a eu d'autres phases difficiles de notre histoire. Et je dis régulièrement que 1944-1945, pour les jeunes qui avaient votre âge, ça devait être aussi quelque chose de particulièrement perturbant. On avait vu les plus grandes atrocités que l'humanité puisse produire. On avait vu, à travers le positionnement politique des uns et des autres, que là où on croyait un attachement solide à la démocratie, les choses pouvaient être chancelantes. Beaucoup doutaient de tous, et pourtant, ça a été une période considérable de progrès social. On a créé la sécurité sociale et l'assurance maladie. Ça a été une période où on a, par la recherche, par l'éducation, l'accès au savoir, à la formation, par la dynamisation de la culture, par l'accès au sport, on a, je crois, créé un modèle de société qui a apporté beaucoup, J'insiste là-dessus, le progrès a apporté beaucoup. Et je le mets au regard des enjeux de l'environnement. Le progrès a apporté beaucoup. Pourquoi? Eh bien, les jeunes qui vous ont précédés, pour certains, ont vécu dans l'idée, parce qu'ils n'avaient pas la possibilité de connaître celle qui vivait de l'autre côté du pays, parfois de l'endroit où ils vivaient, n'ont pas eu la possibilité de croiser les cultures, de croiser les regards, de croiser les analyses, de s'enrichir de la culture des autres. Et ça a été autant de tentations de radicalisation, autant de tentations de guerre, parce que lorsque l'on ne connaît pas l'autre, lorsque l'on imagine sa culture comme une culture hostile, bien évidemment, c'est difficile. Hier, ce n'était pas mieux que demain, j'en suis complètement persuadé. On a notre chemin à construire, et moi, je trouve vraiment bien que nous soyons dans ce moment. Et je le dis en tant que président de région. Je le dis en tant que président de région parce que, comme tu l'as dit, Clément, la région a un rôle important à jouer dans le domaine de la jeunesse. Mais au-delà, nous avons choisi dans cette région, où on a simplement, et c'est beaucoup, à construire les lycées, à les chauffer, à les éclairer et à assurer le repas et l'internat,
On a choisi d'aller beaucoup plus loin en donnant à vos enseignants et à vous-même, les jeunes dans les lycées, la possibilité d'avoir des projets culturels, la possibilité d'aller découvrir des pays d'Europe, la possibilité d'engager des aventures sur le plan de la connaissance et de la maîtrise de l'environnement. Donc, la possibilité d'avoir autour des aspects matériels un vrai projet éducatif. Au-delà de nos responsabilités directes, les transports, les rails et la couleur des trains, on a choisi de faire en sorte que vous, les jeunes, et on va aller beaucoup plus loin, vous, les jeunes, vous puissiez justement, avec le dispositif Rémi, etc., avoir accès dans des conditions sociales, matérielles, équitables, qui donnent sa chance à tous, parce que ça, c'est fondamental dans l'éducation, que vous ayez la possibilité de voyager. Comme tu le disais, sur la gratuité des livres scolaires, mais au-delà, la gratuité de tout ce qui est licence que vous utilisez pour avoir accès dans les différentes matières à des supports qui sont des supports éducatifs. On a choisi le principe de gratuité parce qu'il nous paraît fondamental. Parce que c'est l'école publique, parce que c'est le lycée public, parce que ça doit être l'université pour tous ceux qui ont la volonté d'y aller. Alors oui, les défis sont énormes. Ils passent par vous, ils passent par une relation à votre génération qui ne doit pas être une relation verticale. Moi, je n'ai pas du tout envie de dire aux jeunes comment ils doivent vivre. Je n'ai pas envie de leur dire ce qu'ils doivent utiliser, pas utiliser. Par contre, j'ai envie d'être avec l'ensemble des amis de la liste à votre écoute pour co-construire ce monde de demain. Nous sommes dans une phase qui n'est absolument pas celle de la verticalité. C'est pour ça qu'il faut défendre la décentralisation. Vous devez apprendre ça un peu avec vos profs. La décentralisation, les années 80, c'est précieux. Avant, c'était au niveau national, tout était décidé et on considérait qu'uniformément, on allait régler. Aujourd'hui, vous avez la possibilité d'être acteur de votre destin. La collectivité régionale a vraiment envie de vous accompagner sur ce chemin. C'est pourquoi je suis très heureux d'être là ce soir. Merci beaucoup, François. Et au-delà de ce très beau discours que tu portes sur la jeunesse, peut-être que les jeunes qui t'accompagnent et qui t'entourent, parce que tu t'entoures aussi de jeunes, peuvent se présenter, et notamment les deux candidats à tes côtés, Mathilde et Romain. Donc Mathilde Fouché, donc je suis sur la liste de François Bonneau, Plus fort ensemble dans l'Indre. Je viens tout juste d'avoir 30 ans, donc tout le débat, je pense que je suis encore jeune. J'ai terminé mes études il n'y a pas si longtemps et moi je suis vraiment très très attachée à ma région, à mon département et j'ai vraiment envie de m'engager pour que les jeunes ils puissent s'y sentir bien, ils puissent avoir envie d'y rester et y étudier et trouver un travail après dans cette région parce qu'on voit bien que tous les jeunes après ils ne trouvent pas forcément d'emploi dans cette région et c'est bien dommage. Donc voilà, j'ai bien envie de m'engager pour porter ces valeurs-là. Eh bien, bonjour à tous. Moi, Romain Mercier, je suis engagé sur la liste du Loiret, aux côtés de François, bien sûr. J'habite dans la métropole orléanaise, mais j'ai longtemps vécu et travaillé en plein milieu rural. Et moi aussi, j'ai envie de m'engager pour les jeunesses du territoire, notamment les jeunesses de la ruralité, parce que je sais que c'est difficile pour l'avoir été d'être jeune quand on est loin des centres urbains ou très, très, très vivants, très urbains, les lieux où les associations vivent, les lieux où les espaces culturels vivent. Et c'est ça que j'ai voulu porter d'abord dans les ateliers de la fabrique qui ont été mis en place avant de lancer cette campagne pour essayer de construire les propositions et le programme pour cette campagne et cette future mandature, on l'espère. Porter la voix de cette jeunesse qui habite loin des grandes villes et qui pourtant a déjà des choses à dire et puis à défendre. Et c'est pour ça que j'aime bien parler des jeunesses. On a des jeunesses sur le territoire, on n'en a pas qu'une. Et qu'en fonction de l'endroit où on habite, on n'est pas jeune de la même manière. Voilà. Merci beaucoup, Romain. Et moi, au-delà d'être à la présentation, Clément Sapin, donc je suis candidat dans la liste de l'Indre. J'ai 30 ans et je m'engage notamment pour la culture. Je suis directeur de festival, je suis agent artistique et je tiens énormément à défendre la culture en région centre et la culture dans tous les territoires de la région, notamment dans celle
du département de l'Indre, qu'on pourrait croire sous-estimé, mais qui a 1001 initiatives absolument formidables. Donc voilà, c'est ça qui me tient à cœur de mon côté. Je vous rappelle juste le déroulé. Donc, je vais peut-être vous présenter tous les jeunes, ou vous souhaitez vous présenter vous? Oui. Alors, ça va faire un peu jeu des 1000 €, enfin, etc. Mais alors, Roch, parce que c'est dans ma liste, l'ordre de ma liste, pour que je ne dise pas de bêtises, parce que tu as 22 ans et tu es étudiant à Tours en BTS digitalisation de la relation client et alternant chez les compagnons du devoir. Victor, tu as 24 ans. Tu es en sortie d'études culturelles à Tours. Tu as été en stage chez Lilloprod, Interlude et La Fracama, qui est une agence régionale dédiée aux musiques actuelles. Tu connais donc très bien ce réseau des musiques actuelles en région et tu as créé dernièrement ton association qui s'appelle El Mojo à Argenton-sur-Creuse. Et, coup du sort, formidable, c'est un jeune qui vient de trouver un emploi aujourd'hui. Oui, on peut l'applaudir. Un jeune qui vient de trouver un emploi dans la culture. Autant vous dire que bravo à lui. Pauline Grenouillou, tu as 15 ans, tu es la plus jeune de nous tous. Tu es lycéenne au lycée Général Rollinat à Argenton. Et si je ne me trompe pas, tu veux travailler dans le journalisme plus tard. Ou... Ouais, à peu près. Bon. Et tu es surtout, non. Tu as une fonction qui est délégué régional au CAVL, Conseil académique de la vie lycéenne. Amandine, qui est à côté de toi, est un peu plus âgée, à 18 ans. Tu sors du lycée. Non, tu vas passer le bac. C'est ça. Tu as été même prise à Sciences Po ou je sais pas. C'est ça? À quelle Sciences Po du coup? Ah, Lille. Cool. Tu es délégué national au CVL, Conseil de vie lycéenne. Bastien, tu es fan de rugby, et ça se voit. Et même certains disent que ça se sent. J'aurais pas dû me mettre à côté de toi. Au-delà d'être fan de rugby, tu entraînes l'équipe de jeunes d'Argenton, sur Creuse. Et tu passes un diplôme. Alors, l'intitulé prend toute la place du CV. Optimisation de la préparation physique par les techniques d'haltérophilie et de développement de la force. Avec ça, normalement, on ne t'emmerde pas. Vincent, tu as 30 ans, on se dit ça, mais en fait, on est un tout petit peu plus. Tu es professeur d'histoire géo, donc tu connais très bien la décentralisation. Actuellement, tu enseignes en collège et tu as longuement enseigné, enfin longuement, c'est un grand mot, mais tu as enseigné au lycée général Rollinat. Et Aude, enfin, tu as 24 ans, tu as fait des études de médiation culturelle et aujourd'hui tu es animatrice jeunesse à l'accueil jeune d'Argenton-sur-Creuse. Donc on se trouve à Argenton-sur-Creuse, il y a des jeunes et c'est possible de s'épanouir à Argenton et on en est fiers. Voilà, le déroulé, c'est que chaque jeune va poser une question aux candidats ici présents. Les candidats répondront ensuite à ces questions. Si on a le temps, mais on va voir, mais si on a le temps, ce serait bien aussi que le public puisse intervenir et poser ses questions s'il le souhaite. Et enfin, et surtout, j'ai réservé 3 tables de 6 en terrasse au Tracker, où nous pourrons boire un verre à la santé de cette campagne. Voilà, je crois que j'ai tout dit, et je pense que je peux maintenant vous donner la parole et arrêter de parler. Alors, qui veut commencer en fait? Ok. Bonsoir à tous. Bonsoir. Merci d'écouter un peu la jeunesse. Moi, j'ai une question par rapport à l'insertion, notamment professionnelle, puisque j'aimerais savoir comment vous pourriez inciter les entreprises publiques, enfin en tout cas les structures publiques ou les entreprises privées, à engager des jeunes diplômés, notamment dans les territoires ruraux, puisque pour ma part, au travers des gens que je côtoie, etc., beaucoup de jeunes veulent revenir en territoires ruraux, notamment sur les 20-30 ans, parce que c'est des territoires qui sont attractifs, hormis pour l'accès à l'emploi. Et donc voilà, j'aurais voulu savoir quelle était un peu l'idée par rapport à tout ça. Alors, pour les éléments que le François Bonneau et son équipe ont mis en place actuellement, il y a déjà des choses qui existent. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, il y a la plateforme Jobavise
qui a été mis en place. Il y a aussi les 1000 défis pour promouvoir l'accès à l'emploi à travers une formation pro financée par la région et un partenariat des entreprises. Et le combo parfait, où il y a près de 4000 formations rémunérées à 500 € par mois, avec aussi le financement du permis de conduire. Donc ça, je laisserai aussi François développer ce qui est fait actuellement. Et puis, bien sûr, on a la volonté de poursuivre. On a aussi le projet de soutenir 20 000 emplois de demain. Donc, essayer d'encourager la création d'emplois avec ces 20 000 emplois dans les secteurs qui recrutent et qui sont porteurs. On a aussi le projet de financer 300 000 formations personnalisées en proximité, en lien avec les territoires, mais aussi la création d'espaces tiers-lieux compétences qui permettent donc de croiser donc, les entreprises, les demandeurs d'emploi. Donc voilà, je pense qu'il y a pas mal de choses qui sont déjà faites et qu'on a prévu de mettre en place si jamais on est élu, mais je pense que François peut aussi compléter sur ce qui est fait actuellement. Il saura encore mieux que moi. Non, pas mieux. Merci beaucoup Mathilde et merci pour la question parce que je trouve bien que la première question posée par vous, ce soit une question qui touche à l'insertion dans le boulot et à tous les sujets. Mais on sait très bien que la vraie autonomie, la complète émancipation, la complète réalisation de soi, c'est d'avoir un emploi qui permette l'autonomie du logement, l'autonomie de la vie, qui permette de trouver les loisirs et les passions que l'on porte. Et ce n'est pas évident pour les jeunes. Vous avez été très touchés, vous avez perdu votre job. Et tu as raison, Mathilde, de dire qu'on a mis en place cette plateforme Jobavis pour que les étudiants qui avaient perdu leur job puissent être aidés, parce que les entreprises ont été invitées à déposer des offres de jobs. Nous-mêmes, à l'échelle de la région, on a engagé un nombre non négligeable de jobs et d'aide aux associations pour qu'elles créent des jobs pour vous. Les derniers en date, là, c'est une centaine de jobs qu'on a créés pour que des jeunes viennent travailler dans les centres de vaccination. On va avoir sur juin, juillet, août, des centres de vaccination dans lesquels il y avait des bénévoles, dans lesquels il y avait des professionnels. Les bénévoles et les professionnels, ils ont envie de souffler un peu cet été. Et certains pour regarder les petits-enfants, d'autres parce que c'est les congés, c'est bien normal. Et donc, on a créé un certain nombre de jobs qui vont permettre sur les territoires de trouver ça. Et puis, il y a le boulot à part entière, trouver un emploi. On est dans un moment particulier où à la fois les entreprises nous disent en tant qu'élus régionaux, on a du mal à trouver des compétences, et où celles et ceux qui portent ces compétences ont du mal à trouver du boulot. C'est quand même comme ça que ça se passe. Et donc, moi, j'ai dit, notamment là, dans la dernière période, où pour ceux qui sont étudiants, vous allez certainement vous retrouver dans ce que je dis, on a beaucoup de jeunes qui ont du mal à terminer leur cycle d'études, que ce soit le bac pro, le BTS, le DUT, la licence pro, le master pro, diplôme d'ingénieur, l'école. Pourquoi ? Parce qu'il y a un stage obligatoire et que dans cette période de crise, on leur a dit « Ah, on prend pas les stagiaires ». Et donc, moi, j'ai, dans le cadre de la compétence économique de la région, rencontre beaucoup d'entreprises, j'ai engagé cette croisade en disant « Demain, vous allez m'arracher le bras en disant « Mais que faites-vous ? On a besoin de jeunes formés, on ne les a pas. » Mais vous n'aurez pas fait le geste de leur donner la possibilité de finir leurs études pour qu'ils puissent être au rendez-vous de l'emploi. C'est le premier élément. Le deuxième élément, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut d'abord fortifier nos filières. Je m'explique. On a à l'échelle de territoires comme ceci un certain nombre d'entreprises qui sont des entreprises pour lesquelles on va avoir des travaux d'exécution et pas forcément les tâches de conception, etc., qui vont avec eux. Ces tâches de conception, et les entreprises ont tendance à les mettre dans des grandes villes, dans des métropoles, etc. etc. Et ce qui explique qu'on n'a pas suffisamment de compétences sur les territoires. Et je crois qu'il faut inverser ça. Il faut vraiment inverser ça. Je forme le vœu que la crise actuelle nous
aient fait comprendre durablement que l'hyperconcentration sur des métropoles mondes ne soit pas la bonne solution. Aujourd'hui, avec le numérique, on peut avoir des travaux de conception ici à Argenton, ici à La Châtre, ici à Issoudun, etc., puisque en temps réel, on peut travailler avec d'autres services, avec d'autres compétences. Donc, il faut travailler à ça, ça veut dire structurer les filières. Je parlais tout à l'heure dans mon intervention à Châteauroux de cette aventure là, qui est la relocalisation de métiers de confection, parce qu'il n'est pas inéluctable que ce soit au Laos ou au Vietnam. Je crois qu'il faut réintroduire des filières industrielles, des filières de services à part entière sur ces territoires, et nous y travaillons. On essaie dans notre accompagnement économique de le faire. On met ça parfois comme conditionnalité. On nous dit on voudrait des personnes formées sur ceci ou sur cela. Moi, je me méfie, c'est les défis dont tu as parlé, Mathilde. Je me méfie, vous entendez ça, vous dites on va mettre un stage et vous incitez les jeunes qui n'ont pas la qualification correspondante à faire le stage. C'est bien, mais si au bout du compte ils ne sont pas pris, les jeunes ils sont dupés et ils sont blessés et ils ont raison de l'être. Et ils gueulent et ils ont raison de gueuler, permettez-moi de le dire, parce que si on demande à quelqu'un de faire un pas de formation pour un emploi, il faut qu'il y ait un engagement. C'est pour ça qu'on a créé les défis. Les défis, c'est dire aux entreprises, vous manquez de qualifications, définissons ces qualifications, voyons quels sont les jeunes qui vont être intéressés par ça. S'ils viennent à la formation qui correspond, vous vous engagez préalablement à la signature d'un CDI. Et c'est ça les défis, c'est un engagement qui fait que ce sont des formations complètement inclusives. Donc, il n'y a pas de moyens uniques. La région n'a pas la possibilité de créer des emplois, etc. Par contre, elle peut agir vraiment pour faire pression sur les entreprises pour qu'on noue vraiment un rapport qui soit un rapport qui permette vraiment l'inclusion dans l'emploi. Parce que des villes comme Argenton, et on en a beaucoup en région centre, il y en a beaucoup en France, si elles ne sont pas capables d'accueillir les emplois dans leur grande diversité, y compris les emplois avec des compétences importantes, c'est des villes qui auront du mal à avoir un avenir. Merci beaucoup, François. Je suis un peu le maître du temps, je suis désolé. Donc là, ça a pris 7 minutes. Non, c'est pas ce que je veux dire du tout. Tu es précis. Mais si on veut s'en sortir pas trop tard, il faut qu'on mette un peu moins de temps pour les réponses. Quelqu'un veut poser une question ? Bonsoir, Monsieur le Président. Je voulais vous poser une question sur le fonctionnement plutôt des lycées. On a sur la restauration scolaire et sur les internats, on a aujourd'hui une valeur du ticket pour la restauration scolaire qui est à 4 €, avec une valeur cible qui est de 4,28 € à atteindre pour la fin de l'année 2021, il me semble-t-il, soit une augmentation d'à peu près 7% pour le ticket. Pour ce qui est des internats, nous sommes aujourd'hui pour un forfait de 5 jours aux alentours de 1500, un peu plus de 1500 € en termes de tarifs, pour atteindre une valeur cible au-delà des 1900 €, c'est-à-dire une augmentation d'à peu près 20-21%. La question que je vous pose, quand on connaît les revenus moyens fiscaux de nos départements, et notamment de l'Indre ou du Cher, par exemple, pour citer les deux moins élevés, qui sont 2 à 3 fois moins importants, par exemple, que l'Indre-et-Loire ou que le Loiret, est-ce que le principe d'égalité ne devrait pas plutôt laisser la place à un principe d'équité concernant les tarifs justement de la restauration scolaire ou des internats, comme ça peut se faire dans d'autres régions qu'on connaît aujourd'hui? Voilà. Tout à fait. Alors aujourd'hui, le principe qui s'appliquait dans notre région, c'est le principe d'universalité, je dirais. Et effectivement, c'est des réflexions qu'on a. Je ne sais pas à quoi elles aboutiront par la suite. En tout cas, nous, ce sur quoi on s'engage aujourd'hui, c'est la qualité des repas, la qualité de l'accueil des hébergements. C'est du 100% de produits locaux et bio si possible. En tout cas, produits locaux dans nos cantines et ce qui sera servi. Voilà, ça c'est un engagement fort qu'on a. Après, c'est forcément une mesure qui coûte à la région. Et aujourd'hui, ce que payent les jeunes, c'est pas ce que coûte le
la production des repas, les hébergements, l'entretien des bâtiments, etc. Donc il faut qu'on arbitre, qu'on fasse des choix. Je sais pas, peut-être à compléter, mais en tout cas, aujourd'hui, ce qu'on porte, c'est déjà de mieux manger et de mieux vivre dans les locaux, je dirais, de la région, enfin, en tout cas de nos lycées, c'est-à-dire l'internat et les selfs. Voilà, mais peut-être que tu peux compléter si des éléments à compléter. Oui, c'est une question qui est forte. Tu as raison, Romain. Le principe de la région, ça a été deux choses. D'assurer la gratuité, donc première région à mettre en place la gratuité des livres. Et pour une famille au lycée, c'était 200, 250 euros. Donc on a assuré la gratuité, ça a été une mesure 98, opérationnelle 99. Première région à le faire en totalité, il n'y a pas de livres à payer. Et on est en train de basculer sur le numérique. Peut-être vous avez vu dans votre boulot de prof, on dit aux profs qui veulent avoir des supports numériques, vous choisissez le support numérique, ce sera le même principe de gratuité qui prévaudra pour ça. Donc, un principe de gratuité, s'agissant des aides, donc un caractère universel. On n'a pas dit on met en place selon le quotient, etc. On a dit de manière universelle. S'agissant des tarifs de restauration et d'internat, quand on a hérité de la responsabilité qui nous était donnée par l'État au moment de la décentralisation, on avait des choses qui étaient extrêmement diversifiées. Et on a reçu un certain nombre d'injonctions puisque c'est une compétence de la région, il faut que ce soit la même chose partout. Faire la même chose partout, si vous prenez celui qui paie 1,50 € et celui qui paie 3,50 €, vous mettez au milieu, vous dites ça va être 2,50 €. Pour celui qui payait 1,50 €, c'est un vrai problème, un vrai basculement. Celui qui payait plus va être satisfait. C'était très délicat, de manière brutale, de définir cela. Et donc, on a eu tendance à faire évoluer progressivement, lentement, pour ceux qui payaient moins et pour ceux qui payaient plus, à descendre progressivement. Mais on a parallèlement mis en place un fonds social lycéen qu'on donne à chaque lycée et qui, après enquête sociale, etc., rencontre avec les familles, dit on va faire en sorte de payer avec l'argent de la région une partie de la facture, de manière à ce que tous nos lycéens puissent continuer à venir au lycée. Dans la question telle que vous la posez, vous avez raison de la poser comme ça, est-ce qu'il ne faut pas aller sur quelque chose de différencié, c'est-à-dire au quotient familial. Vous avez une situation familiale qui vous permet de payer le repas plein pot, vous allez le payer plein pot. Vous avez une situation sociale difficile, durablement ou temporairement, à ce moment-là, le tarif, il est voté à 1,50 €, etc. On réfléchit à ça. On avait fait faire une évaluation dans un premier temps qui nous amenait à constater qu'on allait dépenser pour les enquêtes sociales vraiment beaucoup de moyens et que ce serait pas au bénéfice direct des familles. On a cependant expérimenté un système là, qui marche bien pour les ordinateurs. Pour les ordinateurs, on a dit la chose suivante. On veut que les jeunes en seconde puissent avoir un ordinateur qui les accompagne sur leur lycée et sur leurs études supérieures. On a donc défini avec certains de vos collègues, avec le rectorat, un type de matériel qui correspond à ça, qui soit robuste, qui puisse durer, qui puisse aller pour les études et scientifiques, et littéraires, et économiques, etc. Et donc, on a défini, c'est un ordinateur qui est acheté par la région, 830 €. On a dit pour un jeune qui est boursier CIPAR, c'est-à-dire les situations sociales les plus difficiles, cet ordinateur sera payé 20 €. Pour un jeune qui est boursier une part, il sera payé 200 €. Et parce qu'il s'agit du pouvoir d'achat des familles, que c'est quand même pas simple, en dehors d'un nombre assez limité de familles, quand même, mettre 830 € pour un ordinateur, c'est un vrai sujet. On a décidé que le prix maximum qui serait payé pour les familles de jeunes non boursiers, ce serait 340 €. On a cette année 7000 ordinateurs qui ont été acquis sur cette modalité. Et ils sont propriété du jeune, c'est-à-dire qu'il va le garder pour son lycée et pour
l'enseignement supérieur quand il sera dans l'enseignement supérieur en BTS, IUT, en école Sciences Po ou autre. C'est le premier pas que nous faisons dans l'approche par le quotient familial. On regarde comment ça fonctionne, mais la question que vous posez pourrait nous inciter à avoir ce système par rapport au coût de la restauration ou au coût de l'internat. C'est-à-dire, au lieu d'aider quand il y a une grande difficulté par le fonds social, on créerait des tranches différenciées. Ça se fait sur certaines villes. Moi, j'étais élu dans une ville où on avait mis en place ce dispositif-là. On y réfléchit pour aller vers un maximum d'équité. Merci. Roch. Bonjour à tous. Merci d'être là pour répondre aux questions que peuvent avoir la jeunesse. Donc moi, en tant qu'alternant et chargé de la promotion de l'alternance pour les Compagnons du Devoir, je souhaitais savoir ce que potentiellement vous étiez prêt à mettre en place, que vous alliez mettre en place pour accompagner ces alternants, donc face aux problématiques qu'ils peuvent rencontrer, que ce soit en termes de mobilité quand on vient d'un milieu rural comme ici dans l'Indre, mais aussi au niveau financier. Donc vous avez commencé à l'expliquer avec les aides potentielles pour un équipement professionnel. Donc j'aimerais savoir concrètement ce qui pourrait être mis en place pour inciter les jeunes à s'orienter vers ce mode d'apprentissage qui est hyper porteur, étant donné que, par exemple, pour le CFA que je représente, c'est ça. Donc le nombre d'apprentis continuant dans leur entreprise d'apprentissage est quand même assez impressionnant, assez important. Donc comment inciter les jeunes à aller vers ce mode d'apprentissage dont le débouché est assez impressionnant? Alors déjà, il faut rappeler que la région, on investit beaucoup dans les CFA, plus de 76 millions là, passés dans l'investissement, dans la modernisation des ateliers, dans la restructuration des bâtiments si besoin, dont ton CFA, pour agrandir aussi les bâtiments, pour pouvoir accueillir de plus en plus d'alternants. Donc effectivement, il y a une vraie volonté politique d'encourager les jeunes et d'ouvrir cette possibilité de l'alternance. Il y a aussi des aides, on parlait des ordinateurs, il y a aussi des aides à l'achat de matériel pour les alternants qui sont, voilà, si on fait une alternance formation cuisine, de pouvoir acheter des couteaux, voilà, en fonction des domaines, je peux tous les faire, je ne les connais pas tous, mais voilà, il y a aussi des aides qui permettent d'acheter du matériel. On parlait des aides tout à l'heure. Mathilde parlait tout à l'heure des 20 000 emplois de demain dans le numérique, dans l'économie sociale et solidaire. C'est aussi ce qu'il faut qu'on travaille avec les entreprises, de pouvoir permettre aux entreprises qu'on va soutenir parce qu'on va s'engager dans ces emplois de demain qui sont importants, d'ouvrir ces possibilités sur l'alternance. Et nous aussi, de trouver les forces pour proposer des formations qui vont correspondre à ce que vont attendre les entreprises. Voilà, sur cette partie d'accompagnement, on va continuer évidemment à investir dans les CFA et travailler sur la modernisation des ateliers. Je crois que c'est très important, je le redis, parce que en fait, ça va très vite aujourd'hui, les outils évoluent très vite et il faut pas qu'on laisse passer trop de temps avant de changer les outils pour pas être pas perdus et pour que nos jeunes qui sont formés dans les CFA utilisent le même matériel qui est utilisé dans l'entreprise. Voilà, je ne sais pas s'il y a à compléter. Juste un mot. D'abord, votre génération, c'est vrai depuis une bonne dizaine d'années, et beaucoup plus que les générations précédentes, sensible à une formation qui alterne, qui met au même moment l'enseignement théorique fondamental et le savoir appliqué plus pratique. Et personnellement, je trouve ça bien qu'on puisse ne pas opposer les savoirs, qu'on puisse considérer que lorsque on est en situation professionnelle, on apprend et que ce savoir-là, il est d'égale dignité avec un savoir théorique et fondamental. Il ne faut pas être pour l'un contre l'autre. Les deux sont absolument indispensables. Et votre génération, elle est très, à cet égard, très, très, très pragmatique. Il y a 30 ans, apprendre un métier tout en apprenant les fondamentaux qui correspondent
au secteur, c'était quelque chose qui était vécu comme ah ouais, on fait apprentissage. Aujourd'hui, vous êtes dans l'alternance. Vous êtes dans l'alternance. Moi, à la région, j'ai des jeunes qui sont en master de droit, d'éco, de gestion des collectivités, par l'alternance, qui sont apprentis dans notre région. J'en ai qui sont en alternance dans nos lycées pour la restauration, etc. Ça se développe. Donc, je crois que c'est une des modalités qui correspond bien à votre génération. Et il se trouve que Centre-Val de Loire, notre région, était et reste la première des régions pour le développement de l'apprentissage. On y a mis le paquet, on a, comme tu le disais, Romain, on a vraiment modernisé. C'est magnifique ce qu'on a réussi à faire dans le CFA, etc. Et par ailleurs, on a, à chaque fois que les équipes le souhaitaient, on a proposé que l'alternance soit mise en place dans nos lycées. C'est-à-dire qu'on puisse apprendre dans un lycée professionnel ou un lycée technique, qu'on puisse préparer un BTS, soit de manière classique, avec les travaux pratiques, la formation pratique en situation dans le lycée, soit en alternance. Et ça se développe. Je regrette beaucoup, par rapport à des CFA comme le tien, je regrette beaucoup que dans les dernières réformes, il y a eu une réforme de la décentralisation qui est retirée aux régions une grande partie de leur capacité, de leur responsabilité sur l'apprentissage. On le faisait vraiment bien. On le faisait bien, pourquoi ? Moi, je faisais en sorte qu'on puisse avoir une alternance qui soit la plus proche possible des lieux de vie et des jeunes et des entreprises. Là, ça a été libéralisé. N'importe qui peut prendre une initiative de créer un CFA. Demain, on peut voir des CFA concurrents des domaines que vous avez chez vous se créer à 4 ou 5 km, vider le CFA des compagnons, ce qui serait stupide parce qu'on a fait un très bel investissement et qu'en plus ça marche. Je pense que là aussi, il faut un dialogue entre les entreprises, entre les jeunes, leurs familles, et puis l'action publique, et que ce n'est pas un système libéral comme ça, je crée, je défais, etc. Donc, on reste acquis à cela. Encore une fois, l'alternance a sa place aussi bien dans les CFA que dans nos lycées. Les deux doivent travailler ensemble et je pense qu'il faut que vous ayez des très belles conditions de formation parce que le point fort, c'est qu'en général, quand vous sortez, comme vous avez vraiment été très près de l'entreprise, vos qualités, vos compétences sont assez appréciées. Donc, ça vous donne une chance supplémentaire pour accéder à un emploi. Merci beaucoup. Quelqu'un veut-il prendre la parole pour la prochaine question ? Bonsoir à tous. Bonsoir, Monsieur le Président. Moi, du coup, ma question porte plus sur le domaine culturel. Et en effectuant mon stage au sein de la Fédération régionale des musiques actuelles, la FRACAMA, j'étais du coup assistant du chargé de mission territoire qui vraiment va rencontrer tous les départements et toutes les structures musique actuelle de chaque département. Et je m'en suis rendu compte, mais comme tous, je pense que le 37 et le 45 prennent une place assez importante et font de l'ombre parfois à des départements comme l'Indre ou le Cher ou aussi le 28 qui peut être un territoire assez peu développé par rapport aux autres. Et j'aimerais savoir comment la région pourrait inciter des futurs porteurs de projets ou des gens à créer, enfin essayer de les accompagner à créer des choses et voilà. Je crois que c'est à peu près tout. Dans l'ordre des musiques actuelles ou plus globalement Non, pas que musique actuelle, vraiment dans le domaine culturel, quoi. Enfin, pas forcément musique actuelle. L'accès à la culture, en gros, c'est aussi quelque chose qui m'interpelle. Alors, je sais qu'on a un spécialiste de la culture là-bas, peut-être qu'il voudra en dire deux mots, mais c'est quelque chose qui m'interpelle. Et je veux aussi répondre à une question qu'on a oubliée juste avant, avec ce que je vais dire sur la mobilité. En fait, aujourd'hui, nous, on porte quelque chose de très fort, qui est la gratuité des transports pour tous de 18 à 25 ans, qui va permettre du coup à l'ensemble de nos jeunesses de se déplacer soit pour aller travailler en alternance, soit pour aller se rendre sur les lieux culturels qui existent déjà, dans le 37, dans le 45, mais il y en a d'autres. Et je crois que c'est une mesure qui est très importante à mettre en avant. On sera la seule région
à le faire. On fait déjà les transports scolaires gratuits et nous sommes les seuls à le faire. Nous élargissons à l'ensemble des jeunes de 18 à 25 ans. Je crois que c'est une première réponse qui permet aux jeunes d'aller vers les lieux culturels. Après, il y a une deuxième réponse, c'est comment on fait venir les lieux culturels auprès des jeunes. Et ça, notre volonté, c'est aussi peut-être d'avoir des tiers-lieux culturels, d'avoir des espaces, peut-être dans les lycées, de pouvoir permettre de faire des résidences dans les lycées, d'ouvrir la culture au niveau du lycée, au niveau des universités, des lieux d'apprentissage sur la région. Voilà, moi, ce que je pouvais en dire sur la culture, mais peut-être que Clément, tu as des choses à compléter. Oui, en effet. Et Victor, je crois, parlait aussi du déploiement de la culture, c'est-à-dire des artistes, des structures culturelles, comment elles peuvent se déployer sur tout le territoire de la région centre. Il y a d'abord une action forte, une politique forte menée par la région qui s'appelle les pactes, qui permet justement de créer plus d'équité au niveau de la création artistique sur nos territoires. Et ça, c'est quelque chose qui marche très bien. Après, je pense qu'il faut mettre l'accent sur une chose, et tu le sais bien, tu étais à la Fracama, qui est une sorte de tête chercheuse et qui va chercher les artistes, les structures culturelles, les initiatives, et de les faire repérer, en tout cas qu'elles rentrent dans les radars de la région pour qu'ensuite elles puissent bénéficier ces structures culturelles d'un accompagnement. Je pense qu'il faut mettre l'accent là-dessus, en tout cas que la Fracama puisse être encore plus sur les territoires du 36, du 18 qu'on pourrait penser sans initiative. Et tu vois, la dernière fois qu'on était à la réunion de la Fracama et qu'on discute un peu, on se rend compte que il y a telle structure qui n'est pas dans le radar de la région, telle structure, telle petite structure, et que déjà ça accroître le repérage de ces structures pour qu'elles puissent ensuite être bien accompagnées, parce qu'il y a des dispositifs extrêmement bien faits au sein de la région pour accompagner ces structures. Je pense que c'est la base presque en fait finalement. Donc il faut sans doute accentuer ce travail-là. Je vais juste rajouter un truc sur l'accès à la culture. Avant de m'engager avec François, j'ai co-présidé le Conseil régional de la jeunesse et on a été consulté force de proposition sur ce qu'on appelait à l'époque la carte jeune, qui est devenue IEPS maintenant, qui réunit un ensemble de choses, dont les anciens Chic-les-Carques. Donc c'est aussi... la IEPS, je pense que c'est encore assez méconnu. Il faut qu'on travaille absolument la communication autour de ce dispositif et cette carte jeune qui est quand même un super outil dans lequel on va retrouver beaucoup de choses. Et notamment, il faut qu'on continue à travailler les partenariats avec les structures pour pouvoir proposer davantage d'événements culturels dans le cadre de IEPS. Et c'est aussi pour permettre IEPS à des jeunes qui n'ont pas forcément les moyens de pouvoir aller à un concert, à un spectacle, acheter des livres. C'est aussi toute cette partie de la culture. Il y a une vraie volonté depuis des années de désacraliser l'accès à la culture. Et je crois que c'est quelque chose qu'il faut qu'on continue à porter. Mais peut-être qu'il y a des choses à compléter ou pas. Parfait. Est-ce que je vous regarde vous, mais non, il reste Bastien aussi. Allez, je te passe le micro. Bonsoir à tous. Moi, je vais poser une question qui rejoint un petit peu ce qu'on vient de parler, pour la culture, mais notamment pour le sport. J'aimerais donc, pour rester dans une notion d'attractivité, parler en fait des actions peut-être qui seraient menées ou parfois déjà engagées pour permettre un plus grand accès au sport pour toute la jeunesse. Je pensais notamment aussi à s'appuyer peut-être sur des grands événements qui arrivent prochainement, l'accueil de la Coupe du Monde de rugby ou des Jeux Olympiques, même si localement c'est pas forcément le cas, mais est-ce que il y a ces actions qui sont prises en compte et des choses qui sont proposées et peut-être engagées? Alors sur le sport, je vais répondre parce que je travaille pour une ligue sportive régionale, en l'occurrence pour le judo, mais toutes les disciplines sportives au niveau régional ont les mêmes enjeux, les mêmes problématiques. Alors moi, je connais de ce qui est fait pour le judo, mais plus largement, je sais qu'il y a un aménagement, que la région œuvre pour l'aménagement sportif du territoire.
Donc, elle veille au maintien d'une mise en œuvre équitable et équilibrée de toutes les infrastructures et installations sportives. Donc ça, je sais que c'est vraiment quelque chose qui tient à cœur à l'équipe actuelle. Il y a aussi le soutien à l'emploi associatif à travers tous les le dispositif Capasso, qui est devenu emblématique et toutes les associations sportives vraiment le connaissent et souvent y ont recours. Moi-même, j'ai monté de nombreux dossiers Capasso et je sais que ça a vraiment un impact et ça permet vraiment de soutenir le secteur sportif. Il y a aussi, la région investit également auprès des équipements sportifs dans les lycées, forcément. Et puis, pour ta question sur les grands événements, donc, pour la Coupe du Monde de rugby en 2023, je pense que nous espérons et peut-être ferons en sorte qu'une équipe étrangère du Mondial de rugby 2023 ait son camp de base dans la région. Ça, après, on verra si ça sera possible ou pas. Et puis, sur les Jeux Olympiques, je ne sais pas si vous connaissez le label Terre de Jeux 2024. Donc, la région, elle s'engage pleinement dans cette aventure olympique. Et elle a constitué donc ce réseau régional Terre de Jeux 2024 avec les collectivités, le mouvement sportif, pour échanger donc sur tous les enjeux liés à Paris 2024 et se coordonner pour promouvoir le sport et les installations sportives dans tout le territoire. Et il y a aussi une caravane qui est proposée par le Cross Centre Val de Loire, qui va tourner dans l'ensemble des territoires de la région pour favoriser la pratique sportive et la découverte des disciplines olympiques et paralympiques, il ne faut pas les oublier. Et la région soutient ce dispositif. Donc je pense qu'au niveau du sport, il y a pas mal de choses qui est fait et aussi à faire, parce que peut-être François parlait aussi de l'aide à la licence dans le programme. Oui, merci de parler du rugby. J'y suis d'autant plus sensible que tout près de chez moi, il y a un lycée agricole, qui est le lycée agricole du Chênois, où il y a des jeunes, paraît-il, qui choisissent de venir au Chênois, non pas pour la qualité des études agricoles, qui sont grandes, mais parce qu'il y a une merveilleuse équipe de rugby qui est au niveau régional et au niveau national régulièrement récompensée. Et donc, la question, elle est fondamentale. Notre région est une région de sport. Quand on prend le nombre de personnes qui ont une licence sportive rapportée à la population, on est à la deuxième région de France pour le nombre de personnes qui pratiquent. Et quand je regarde, moi, dans les contrats régionaux de solidarité territoriaux, c'est-à-dire l'aide que la région apporte aux collectivités pour agir, on a une consommation sur le sport qui est très importante pour les équipements, pour les terrains. Alors, il y a une dispute, terrain pour le terrain synthétique ou pas terrain synthétique pour le foot, etc. Mais on a un plan piscine dont a bénéficié d'ailleurs Argenton pour aider les collectivités et que chaque jeune puisse apprendre à nager et pratiquer la natation comme sport ou comme détente. On a un fort engagement sur les équipements. On a un très fort engagement sur les Capasso. Merci de l'avoir dit comme ça, Mathilde, parce que dans les Capasso, c'est contrat d'appui au développement associatif avec des moyens pour une association pour créer un emploi pour le développement. Et c'est le sport et de très loin de 8 points est le plus grand consommateur devant la culture, le plus grand consommateur de ces contrats. Et c'est super, pourquoi ? Parce que quand une association prend un contrat Capasso pour le hand, pour le foot, pour l'athlé, pour le rugby, pour la natation, etc., ça veut dire quoi ? Mais ça veut dire que quand les parents viennent pour payer la licence du jeune, il y a une partie du poste d'éducateur sportif qui est payée par la région. Donc la licence, elle est à un niveau inférieur, ça permet à plus de gens de pratiquer. On est très, très intéressé par ça. Donc les équipements, la pratique et puis les événements. Les événements, c'est très dur. Les clubs nous disent les déplacements nous coûtent énormément cher dès qu'on fait de la compète, etc. etc. On a aidé, je ne sais pas si c'est vrai dans le club où tu es, on a aidé à l'acquisition de véhicules qui sont propriété du club et qui servent à accompagner les équipes sur des compètes régionales, etc., pour diminuer le coût des déplacements. Après, dans les événements, il y a en effet Terre de Jeux.
On a engagé Terre de Jeux très fortement en invitant le cross, l'ensemble des ligues, l'ensemble des clubs, etc., à se mobiliser. Il y a toute une montée en puissance qui est à faire. Terre de Jeux, ça va nous permettre, on l'espère, d'accueillir des équipes qui viendront s'entraîner, mais qui, par leur présence, auront une capacité d'intérêt, d'entraînement de nos... On n'a pas eu que des succès. Hein. J'avais proposé que les épreuves hippiques aient lieu, non pas dans l'Indre, mais dans le Loir-et-Cher, puisque nous avons à La Motte-Beuvron le centre national de l'équitation, le siège de la Fédération nationale d'équitation, avec des manèges merveilleux, des équipements, etc. Malheureusement, la France, c'est la France. Ils ont décidé que ce serait à Paris, que ce serait à Versailles. Quand j'ai demandé pourquoi, j'ai rencontré celui qui a succédé à l'actuel Premier ministre, parce qu'avant, il était responsable de ce bazar, et je lui ai dit « Mais comment ça se fait qu'on n'ait pas été retenu ?» Et il m'a dit « Parce que votre dossier était très faible. » Je lui ai dit « Écoutez, Monsieur le Président, dites-moi pourquoi le dossier était très faible. » Et il m'a montré l'évaluation qui avait été faite de ce qui existe à La Motte-Beuvron. Je vous assure, je me suis emporté. Je lui ai dit « Mais c'est pas possible. Vous ne pouvez pas avoir un dossier de cette qualité. » J'étais avec le président de la fédération, le comte, et le comte il était venu avec les trucs sous le bras. On a montré ce qu'il y avait réellement. Et il a dit, c'est dommage qu'on n'ait pas su suffisamment tôt. On avait toute capacité pour cet équipement à accueillir à La Motte-Beuvron. Et c'était une manière merveilleuse de montrer que le sport, il n'était pas que sur Paris, de montrer au monde entier qu'on était capable, en Sologne, à La Motte-Beuvron, d'avoir de merveilleux équipements. Et j'avais même proposé, pour faire un peu tendance, puisqu'il voulait absolument un château, il parlait du château de Versailles, il fallait que ça ait lieu dans la Galerie des Glaces, ces épreuves d'équitation, vous voyez le décor. J'avais proposé qu'on dise La Motte-Chambord. Et on mettait une ou deux épreuves à Chambord, comme on l'a fait à l'occasion de la Renaissance. Ça aurait vraiment eu de la gueule, notre affaire. On n'a pas réussi. Ici, sur l'Indre, on avait, vous voyez, le stand de tir de niveau international qui a été construit, qui a coûté, je ne sais plus, je ne vais pas donner de chiffres, mais je crois plus de 20 millions d'euros. Un truc considérable. Et c'était l'objectif, la fédération nous disait, si on a ça, on est sûr d'avoir les épreuves de tir, etc. Elles ne sont pas chez nous. Alors, on aura des équipes qui vont venir. On est en train de mettre en avant ce qu'on a sur le plan aquatique, ce qu'on a sur le plan des terrains, ce qu'on a sur le plan de l'équitation, pour accueillir des équipes qui viendront s'entraîner. Et on veut, à travers ça, qu'il y ait une adhésion vraiment la plus large possible, populaire, une adhésion des jeunes à ce grand événement, parce que ça peut vraiment donner, on voit bien quand il y a des belles victoires dans le foot, des belles victoires dans le rugby, des belles victoires dans le basket, des belles victoires dans le judo, on voit bien comment tout d'un coup, je n'ai pas cité le judo, mais je te donnerai un jour le nombre de dojos que nous avons cofinancés. C'est extraordinaire, c'est une très belle pratique et on va continuer. En tous les cas, il faut de l'événementiel et il faut fédérer les gens. Le sport, c'est vraiment la rencontre des passions. Et c'est sur ça, Terre de Jeux, c'est un magnifique sujet. De même pour la Coupe du Monde de rugby, tu dois connaître Jean-Louis Desnoux. Il était président du CROSS. Lui, il est plutôt sabre, mais il est très intéressé par le rugby. Donc, il pousse très fort dans ce sens avec nous. Merci beaucoup. Je crois qu'il reste vous deux, Pauline, Amandine. Dites-moi. Bonjour Monsieur Bonneau, je suis Pauline Grenouillou, je suis élève en seconde ici, donc au lycée Rolina. On dit beaucoup que la jeunesse c'est l'avenir et je sais que c'est un de vos axes de travail comme on peut le voir aujourd'hui. Il y a beaucoup d'associations sportives dans le département, notamment ici à Argenton même, dans lesquelles les jeunes peuvent s'engager et qui parfois ont pu être freinés par la crise sanitaire, etc. L'engagement, c'est une thématique qui me touche particulièrement puisque je suis élue au conseil académique de la vie lycéenne et que je suis engagée dans une association lycéenne. Et donc, je me demandais quelle place aurait l'engagement dans votre programme et comment est-ce que vous comptez que les jeunes s'engagent davantage. Merci.
Pour préciser, l'engagement en tant qu'engagement global au sein des lycées, pas simplement sur tel ou tel secteur? Oui, totalement, sur l'engagement que les jeunes peuvent apporter pour leur territoire, pour tout. D'accord. Alors, comme je sais pas pour ne pas répondre à la question, mais juste sur la question précédente, Romain, tu disais sur la licence, et j'ai pas repris ça. En effet, dans le programme que nous portons, nous envisageons de faire une aide à la licence sportive pour les jeunes entre 18 et... En 16 et 20 entre 16 et 20 ans, de manière à ce que, notamment au moment de la reprise, ils soient accompagnés, ceux qui n'ont pas repris leur licence parce qu'on ne pouvait pas pratiquer, etc., qu'ils soient incités à le faire, mais on le ferait durablement. J'ai répondu pour le sport et je viens à la notion d'engagement. D'abord, bravo pour l'engagement dans la représentation des lycéens, parce qu'à un moment où beaucoup sont tentés de dire « ouais, mais tout ça, ça ne sert à rien, on ne nous écoute pas, etc. », qu'il y ait des jeunes comme vous qui concrètement s'engagent, je crois que c'est vraiment, ça a une valeur d'exemple. Ça a une valeur d'exemple, mais ça nous oblige, nous. C'est-à-dire, si vous vous engagez et que vos copains, vos copines vous disent à la fin de l'année ou à la fin des 2 ans, bah ouais, tu as fait ça, mais ça a servi à quoi? Qu'est-ce que ça a changé dans notre lycée? Qu'est-ce que ça a changé dans nos vies? Franchement, d'abord, ce ne serait pas respectueux de vos engagements et ce ne serait pas promoteur de l'idée de l'engagement qui est fondamentale. Je crois que quand on s'engage à votre âge, on fait une expérience de la citoyenneté qui est profondément marquante et qui va nous accompagner. Ça devient un bagage culturel dans nos vies. Moi, j'ai vécu la même chose que toi. C'est pour ça que ensuite j'ai eu des mandats d'élu, mais je pense qu'il y a un lien. C'était délégué de classe à ce moment-là, je me rappelle. La première année, comme je venais du front de la campagne, au lycée, en seconde, je m'étais tenu peinard. J'avais observé, puis j'avais trouvé qu'ils étaient vraiment différents de moi, les gens des villes. C'est pas si facile que ça. Puis après, j'avais dû m'enhardir un peu en première, etc. J'avais même failli me faire virer en terminale parce que j'étais allé défendre un camarade devant le proviseur qui avait été sanctionné de mon point de vue injustement. Et le proviseur n'était pas revenu qu'on puisse à ce point mettre en cause l'autorité d'un professeur. C'est une anecdote, mais on vivait comme ça et finalement on s'est formé à travers ça. En tous les cas, engagement fondamental. Et nous, ça nous oblige. Ça nous oblige à d'abord à vous donner les moyens, le cadre d'exprimer véritablement les aspirations de vos camarades. Mais pas les exprimer de manière théorique, les exprimer de manière concrète dans la vie. Je prends 2-3 exemples. L'exemple de la restauration. Si je dis dans les lycées au même moment, il faut, et on le dit fortement, tu l'as rappelé, il faut pour tous les produits qui sont produits en région, que ce soit pour l'élevage, que ce soit pour le maraîchage, que ce soit pour les fruits, on va arrêter d'aller acheter à l'autre bout du monde. Il y a des choses qui sont produites ici, qui sont de qualité. Il faut qu'on achète dans nos lycées ces produits-là en priorité parce que ça donne du boulot à nos agriculteurs. Ça permet de refaire ce qu'on appelle des fermes de proximité, etc., etc. C'est gagnant-gagnant. Il faut que ça se traduise concrètement. Il faut que vous puissiez, vous, dans vos lycées, quand vous avez ces responsabilités, être des partenaires du chef de cuisine, des partenaires du gestionnaire, actifs au conseil d'administration pour dire « Ah oui, tiens, on a dépensé, si on fait ça, on va dépenser 10 ou 15% de plus, 10 ou 15% de plus, parce que le produit, il est plus cher. » Et là, les parents disent 15% de plus sur le ticket du restaurant de midi, vous êtes gentil, mais on n'est pas d'accord. Si vous dites ça, et qu'en même temps, parce que vous êtes jeune et que vous avez la capacité de convaincre, vous dites à vos camarades au restaurant, il y a 30% de la matière qui va à la poubelle. On va travailler sur notre responsabilisation. Vous, ils vont vous écouter. On va faire en sorte de diminuer des 2/3 ce qui va à la poubelle. Il y a des trucs très modernes pour le faire. J'ai demandé qu'on y réfléchisse pour le mandat prochain. Il y a des possibilités aujourd'hui avec ça. Vous réservez le repas. Vous dites, moi, je vais déjeuner le lundi, le jeudi et le vendredi. Par contre, mardi, mercredi, je finis plus tôt ou je n'ai pas envie de déjeuner, etc. Vous n'allez pas réserver. Le cuisinier, il fera le nombre de repas exact. Vous allez dire, s'il y a le choix entre 2 plats, je veux ce plat-là plutôt que celui-ci. Vous allez dire, moi, je suis gros mangeur et je veux la ration machin, ou je veux la petite ration. Si on fait ça, on peut réduire
considérablement ce qui va aller à la poubelle. C'est-à-dire qu'on va avoir moins de matière. On pourra, avec le même prix du ticket, on pourra avoir plus de qualité, payer plus. Vous voyez comment la technologie, c'est pour ça que je crois au progrès, comment la technologie peut vous permettre. Mais ça passe par vous. Parce que pour expliquer ça, si moi je viens dans le restaurant ou mes collègues élus viennent dans le restaurant expliquer ça, les jeunes vont dire bof, qu'est-ce qu'ils nous racontent? Si ça passe par vous, parce que vous l'avez organisé, vous l'avez voulu. Le deuxième sujet, ce sont les budgets participatifs. Moi, je crois profondément au budget participatif. Tiens, dans le lycée où tu étais assistant d'éducation, tu te souviens? Lycée de Gien, on a mis un budget participatif en place. Ça veut dire quoi? On a dit, l'élu régional qui était dans ce lycée, c'était Anne Leclerc. Elle a dit un jour au conseil d'administration, écoutez, vous avez un très beau projet là, s'il s'agissait de réflexion de l'espace qui était l'espace de détente, foyer, maison des lycéens, etc. Je vais proposer à la région un budget participatif. Nous, on a voté un budget participatif. Les jeunes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une enquête auprès de leurs camarades. Quels sont les projets prioritaires dans notre lycée pour notre cadre de vie? Ils ont voté et ils ont élu un projet. Ensuite, ils ont travaillé avec une architecte d'intérieur et avec des profs et avec des CPE pour voir comment ils pourraient définir le projet en fonction des activités qui allaient s'y dérouler. Ils ont fait valider ça. Et ensuite, on leur a dit, ben, vous allez participer. Là, ils étaient aidés pour ça, le gestionnaire, CPE, etc., les profs. Ils étaient aidés pour ça. Ils ont mis en œuvre véritablement et conduit le projet. Ben, je peux vous assurer que je suis allé, moi, quand ça a réouvert, tu te souviens, je suis allé, j'ai discuté avec les jeunes. Ils avaient fait un gain de citoyenneté, de maturité concrète par rapport à l'action publique, qui était considérable, parce qu'ils ont compris ce que c'était ce à quoi on est confronté nous tous les jours, un choix d'élus. On ne peut pas mettre l'argent et là et là. Ils ont vu qu'il y avait des choix, ils ont compris ce que c'était que la démocratie, comment conduire une enquête, comment rendre compte de la transparence des choix qui sont faits. Donc je crois au budget participatif, très fortement. Je crois qu'on doit, sur les sujets essentiels, vous rendre acteur, pas simplement vous informer, vous rendre acteur des décisions. J'ai parlé de la restauration collective, ça me paraît assez fondamental. Et puis, tout à l'heure, je vous disais, on n'est pas simplement là pour les murs, le chauffage et l'éclairage, on est là aussi pour l'action éducative. Je crois qu'il faut qu'on aide à l'émergence de projets qui sont des projets éducatifs portés souvent par les profs. Honnêtement, l'éducation nationale, je fais le procès de personne, mais vous donne très très peu de moyens pour ces projets-là. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'il y a, par exemple, il y en a pas mal aujourd'hui dans les lycées, parce que les jeunes sont très intéressés par le climat, des projets de création d'espaces dans lesquels on va faire de l'observation sur la biodiversité, sur ceci, sur cela. Il faut vous aider à le faire. Quand vous voulez faire des enquêtes de terrain pour observer telle ou telle forme de pollution, telle ou telle forme d'avancée, etc. Et donc, c'est ça que nous devons faire pour les lycéens. Il ne faut absolument pas les décevoir. Il faut les inciter à faire comme vous le faites, c'est magnifique. Et ensuite, être au niveau pour apporter les moyens de la responsabilité et jamais, jamais, jamais prendre la responsabilité à la place des jeunes. Certes, on a une expérience, certes, on a un savoir quand on est professeur, etc. Mais il faut accompagner les jeunes. Il faut qu'on arrête avec la verticalité. Si on veut vraiment éduquer, il faut qu'on arrête avec la verticalité. Il n'y a pas les sachants et ceux qui sont là, qui attendent le truc. Ce n'est pas comme ça que ça se construit le savoir. Ce n'est pas comme ça que ça se construit la citoyenneté. C'est vraiment ça qu'on a envie de faire avec vous. Merci. En fait, je voulais juste compléter de deux petites choses. La première, c'est que moi, je crois et on croit que plus on va multiplier les espaces qui permettent aux jeunes de s'engager et de s'investir, plus les jeunes vont avoir envie de s'engager et de s'investir. On a commencé, vous avez commencé, parce que je n'étais pas encore là, mais avec les budgets participatifs. À la rentrée 2020, on met en place le 100% climat avec de nouvelles possibilités de monter des projets spécifiques à l'environnement et au climat dans les lycées. Tu parlais, François, du budget participatif dont on a bénéficié à Gien. Le premier, on en a aussi bénéficié d'un deuxième, puis d'un 100% climat, puis d'autres dispositifs qui existent. Et ce n'est pas moi qui les ai portés ou un prof. C'est bien parce que les élèves ont pris un peu le
le pas sur le premier budget participatif et qu'ils ont souhaité en faire davantage et qu'ils ont souhaité en faire plus. Et aujourd'hui, on a des élèves qui sont très engagés. Il y a quelque chose dont on n'a pas parlé sur l'engagement, c'est les maisons des lycéens. Et il faut savoir aussi qu'aujourd'hui, la région a beaucoup accompagné et continue à accompagner la fédération des maisons des lycéens pour leur donner les moyens de se former avec les forums des fois nationaux, mais en tout cas régionaux, et les moyens de se mettre en réseau les uns avec les autres. Et je crois que c'était important de rappeler tout ce que fait la région à destination de ses élèves. Et pour être complet, vous dire aussi, mais je le dis à l'enseignant, pour tous les enseignants, dans nos sessions, on réserve un espace qui est l'espace pour accueillir une classe. Et si on prend le temps d'expliquer aux jeunes ce qui va se passer, de répondre à leurs questions pour qu'ils puissent bien lire l'événement, lire les débats qui vont avoir lieu au sein d'une session, c'est la réunion de tous les élus régionaux, hein, d'accord ? Donc c'est un moment important, ça ressemble un peu, vous voyez les images de l'Assemblée nationale, mais ça ressemble un petit peu à ça, c'est des gens qui débattent, qui échangent, qui votent. Voir cela avec la compréhension des dossiers qui sont présentés, des enjeux du débat, je crois que c'est assez formateur. Et on pourrait très certainement, dans le mandat qui vient, en rapprochant les liens pour les enseignants qui sont intéressés, pour des classes, avoir peut-être une préparation avec un élu régional qui va, dans le lycée, travailler aux côtés de l'enseignant pour présenter un sujet, et que vous veniez voir comment il est débattu, puis il va y avoir ensuite un temps de restitution derrière. C'est ça que j'appelle la démocratie vivante. Vous savez, moi, l'écologie, la démocratie, etc. On peut se gaver de ça, vraiment, et avec des grands mots dans tous les sens, en se faisant peur. Ça ne servira à rien, on n'avancera pas. Si on fait les choses avec vraiment une dimension concrète, impliquante pour les jeunes, où ils sont non pas spectateurs, mais acteurs, je crois qu'on peut favoriser l'accès à la citoyenneté. Moi, je vous assure, ça me déchire le cœur hein, quand on a l'expérience que vous êtes en train de construire les uns et les autres et qu'on voit des jeunes qui disent « Oh, de toute façon, ça sert à rien. Oh non. » Je me dis, mais à quel moment ces citoyens-là vont pouvoir avoir tous les atouts de leur responsabilité dans leur quartier, dans leur ville, par rapport aux choix culturels qui sont portés, par rapport à la consommation, c'est dans l'entreprise, dans le service où ils travailleront. Donc on a intérêt à tout faire pour que vous ayez la possibilité de construire ces comportements vraiment en situation, sur des sujets réels, le plus vite possible. Et ça passe par l'exemple, ça passe par votre exemple. Eh bien, bonjour Monsieur Bonneau, bonjour à tous et à toutes. Merci de me donner la parole. Et justement, j'aimerais vous parler d'une action concrète qu'on a portée avec Pauline durant notre engagement. J'aimerais vous parler de la précarité menstruelle. Donc, c'est un sujet dont nous entendons beaucoup parler cette année, et ces dernières années également. Et au sein du Conseil académique de la vie lycéenne et du Conseil national de la vie lycéenne, c'est une demande que j'ai vu beaucoup émerger de la part des lycéens et des lycéennes. Et c'est une initiative que nous avons portée aussi à la région. Au sein du Conseil académique de la vie lycéenne, nous avons expliqué en fait l'importance de ce thème. Donc, on nous a expliqué aussi que la région avait voté un budget donc de 200 € pour les infirmières et un accompagnement aussi pour choisir des protections menstruelles qui sont aussi éthiques et écologiques. Ma question, c'est donc la suivante. Allez-vous continuer dans cette dynamique ? Et concrètement, à quand l'installation d'un distributeur de protection menstruelle dans notre lycée ? Alors, tout d'abord, merci vraiment de poser cette question, Amandine. Elle a été posée fortement, vous venez de le rappeler, par les lycéens au milieu de cette crise. Elle a été posée aussi beaucoup, j'ai rencontré des étudiants, des étudiantes. Elle a été beaucoup posée par les étudiants et étudiantes. Et dans le dispositif, je commence par les étudiants, qu'on a mis en place pour les étudiants, où on a fait des aides à l'acquisition. Au départ, on était parti sur l'idée de l'alimentaire exclusivement, et on a ouvert à tout ce qui était les produits, qui étaient également les produits d'hygiène, etc., absolument indispensables. S'agissant des lycéens et lycéennes, nous avons mis en place en effet ce budget qui est aujourd'hui
qui passe par la médiation de l'infirmière, voire de l'infirmière ou de l'assistante sociale, ça dépend des situations. Je crois qu'il faut qu'on aille plus loin. Je crois qu'il faut que nous rendions vraiment accessible, notamment pour les jeunes qui sont en situation de difficultés sociales, qu'on crée vraiment ces systèmes-là pour que ce soit accessible à tous et à toutes. Et donc, c'est un sujet qui n'est... Tout à l'heure, j'ai parlé de l'aide à la restauration, etc. Ces problèmes-là, ils n'étaient jamais évoqués, ni par les parents d'élèves, ni par les jeunes eux-mêmes. Je pense qu'aujourd'hui, vous libérez la parole sur un certain nombre de choses qui touchent certes à l'intime, mais qui sont fondamentaux, qui sont importants, qui sont peut-être encore plus importants parce qu'ils touchent à l'intime. Et je crois qu'il faut qu'on y réponde de manière collective. Donc là-dessus, la crise et le dialogue pendant la crise nous a permis d'avancer. Il faut qu'on aille plus loin. Vous avez raison de poser la question. Je vous en remercie vraiment. Merci beaucoup. Je crois que tout le monde a pu poser sa question. Il est presque 19h et je pense qu'on ne va pas avoir trop le temps de faire des questions avec le public. J'en suis désolé, mais les débats étaient passionnants. Si c'est au détriment de la terrasse, je propose qu'on aille à la terrasse. Ah oui, c'est bien parce qu'à 19h, j'ai dit qu'on était en terrasse. Donc, il est 19h et on va aller en terrasse. En tout cas, ça fait vraiment plaisir d'avoir pu échanger en présentiel, comme on dit maintenant. Peut-être, François, veux-tu conclure par quelques mots avant que tu payes ton coup? Vous savez que ce que je me disais tout à l'heure, là, en m'installant, à quoi ça me faisait penser, cette place, votre présence de jeunes, votre présence mêlée. J'ai été pendant 12 années vice-président d'une agglo, c'était Montargis, et j'étais chargé de la culture. Et en cette qualité, j'allais dans un certain nombre de festivals pour rencontrer des artistes, et j'allais chaque année au festival d'Avignon. Et Avignon, vous avez le in et vous avez le off, vous avez tous ces hangars, toutes ces cours qui sont autant de scènes. Et en arrivant ici, en m'installant, en regardant le platane, en regardant les toits magnifiques, en regardant la Creuse, je me disais, tiens, ça a un petit air avec le climat, là, c'est un petit air d'Avignon. Et je me suis senti profondément bien avec vous, parce qu'on a parlé de démocratie, parce qu'on a parlé d'engagement, parce qu'on a parlé finalement les sujets qui sont des sujets avec des perspectives un peu lointaines, le monde de demain, mais aussi le monde d'aujourd'hui. On a parlé d'engagement. Je crois que c'est le chemin de la politique. Si on arrive à le faire ressentir comme ça, je crois que ça s'agisse du sport, peu importe, si on arrive à le faire vivre comme ça, je suis persuadé qu'on peut renouer les liens entre la politique et les jeunes, qui en est moins que... Parce que ça me terrifie quand on me dit que je ne sais pas quel pourcentage de jeunes sont prêts à voter pour le Rassemblement national. Je me dis, mais qu'est-ce qu'on a fait au monde ? Qu'est-ce qu'on a fait au monde pour que des jeunes puissent imaginer que la privation de liberté, que la dureté des réponses publiques soit une réponse? Qu'est-ce qu'on a fait au monde pour que le vivre ensemble soit aussi malmené, aussi incompris? Qu'est-ce qu'on a fait au monde? Et donc, ce n'est pas le discours qui va y répondre, c'est l'engagement collectif, c'est l'exemple, c'est vraiment votre exemple. C'est vraiment votre exemple. Et nous, si on a mis autant de moyens sur le 100% éducation dans les lycées, c'est parce qu'on pense que, franchement, nos lycées, 100 lycées, 100 000 lycéens, et des CFA que je n'oublie absolument pas, parce qu'on met aussi des moyens pour l'éducation dans les CFA, c'est parce qu'on pense qu'à l'âge où on est au lycée, entre 15-16 ans et 18-20 ans, il se passe quelque chose qui est la construction de soi, du rapport de soi aux autres, du rapport de soi au monde, et que lorsqu'on propose quelque chose d'harmonieux, de respectueux, d'engageant à ce moment-là, je suis persuadé à ce moment-là on donne la possibilité à des citoyens de se former et on les met à l'abri de ces visions dangereuses pour notre société qui sont les réponses brutales du Rassemblement national. Donc voilà juste ce que je voulais vous dire. Merci d'y avoir participé. Eh ben, vous connaissez la suite.